Salut à tous, donc épisode 31 avec la Lotto Soudal. On est juste après le championnat du monde que Tish Benoît a remporté relativement brillamment sur ce parcours de Bergen, hein, on se souvient. Et on attaque le Tour de Lombardie. Alors le Tour de Lombardie, de plus en plus, je suis capable d'affiner quelles sont les qualités requises pour le gagner, ce qui veut dire que je peux éliminer aussi pas mal de coureurs avec lesquels j'aurais envie de le tenter dans d'autres parties. Ici, clairement, c'est le champion du monde qui est le leader de l'équipe, et on a emmené du gros matériel. On a emmené tellement de matériel que même un Alberto Bettiol peut paraître un des plus mauvais entre guillemets de notre équipe ce jour-là, parce qu'on a emmené vraiment du lourd. On a Wout van Aert pour le côté... déjà il y a 180 km pendant lesquels il va pouvoir agir. Hirschi qui va être plutôt, je dirais, au minimum au boulot dans Madonna del Ghisalo, qu'on est en train d'entamer d'ailleurs, parce que j'ai zappé tout ce qui était relativement inintéressant. On a Jelle Van Endert qui a toujours quand même son petit truc à apporter. Et puis vous voyez, j'ai calé dans la roue Bourman et Omen parce que je compte sur eux pour le moment où ça va se durcir. Donc, on est dans la fin de la première partie de Madonna di Ghisalo. Il faut pas être derrière. Voilà. Si on est devant, puis en plus là avec l'équipe que j'ai, je peux me permettre d'envoyer un très très gros rythme. Vous voyez que là par exemple je pousse clairement, hein, je pousse clairement avec Benoît qui est en plus dans un très très grand jour. En tout cas ça sent très bon. On arrive à présent à la deuxième phase de l'ascension, c'est-à-dire que on se prépare tout doucement à aborder le Muro di Sormano. On est en tout cas dans l'ascension là du col. Vous voyez, je continue à demander. Alors là, on n'est plus sur les mêmes protagonistes, hein. C'est Bourman qui fait. D'ailleurs, il faut lui dire de s'arrêter un peu parce que il aurait tendance à imprimer un trop gros rythme. Il nous perdrait un petit peu tout le monde. Omen fait un travail de protection sur Benoît. A noter que Wout van Aert, bon, il est très limite, hein, il va bientôt lâcher, mais je suis sûr qu'avec un pic à plus 5, il peut peut-être faire quelque chose. Ça, c'est un truc que j'essaierai un de ces jours. Alors, vous voyez, on rentre dans le Muro di Sormano, et là, on rigole pas. C'est là qu'on peut perdre 3 minutes. Et c'est là aussi qu'on peut se détacher avec un groupe de favoris. Donc, bah ouais, mais j'attaque. Franchement, j'attaque. Enfin, façon de parler, un effort curseur, hein, mais j'envoie un très très gros rythme en fait. Je veux faire énormément de tri. On a la chance d'avoir un grimpeur vraiment parmi les tout meilleurs. Bourman, on a Tish Benoît qui est en très grande forme et qui en plus bénéficie de son 77 en montagne qui résulte de l'entraînement qu'il a suivi pendant toute l'année 2019. Il est monté de 75 à 77 pardon, ce qui est quand même super intéressant. Et vous voyez à tel point que là, je fais oh calme-toi, limite il s'arrête, il boit un verre parce que il s'agit surtout pas de lâcher Bourman qui va encore nous servir. On compte vraiment sur lui dans la descente, alors que le petit coquin Dan Martin s'est fait la malle, mais ça me fait plus rire qu'autre chose parce que il n'a aucune chance avec plus de 40 km restants. Il n'a strictement aucune chance d'arriver en solitaire. Donc on va plutôt observer quels sont les regroupements là. On voit qu'il y a Roglic qui a réussi à rentrer. En fait, ceux qui se sont fait larguer dans la toute fin du mur de Sormano peuvent rentrer sur la descente, mais ceux qui ont 2-3 minutes ne rentreront, a priori ne rentreront plus en fait. Voilà.
Donc il y a une petite tolérance à se faire larguer sur la fin du mur de Sormano, mais pas davantage, quoi. Du coup, moi je suis assez content parce que j'ai fait exprès de temporiser un petit peu pour récupérer aussi Omen. Vous allez me dire, ouais, il lui reste plus grand chose, mais c'est pas grave. Il est là, il protège. Il vaut mieux être 3 que 2. Donc, vous voyez, Dan Martin, on l'a repris, mais finger in the nose. C'est vrai, il nous a vraiment pas fait peur. Non, là par contre, ce qui va être super important, c'est le Civiglio. Donc, dans le Civiglio, on va. Regardez, attaque de Kwiatkowski, suivi Romain Bardet qui est chaud. Ça y va, ça y va. Il y a Mikel Landa, il y a Fabio Harou, il y a Julien Alaphilippe. Bon, j'ai compris le message. Je contre-attaque. D'accord. Vous voulez m'éliminer Bourgman? D'accord, pas de problème. Vous voulez m'éliminer Omen? Il n'y a pas de souci. On va faire avec. Il va se débrouiller comme un grand Tischbenot. Donc, vous voyez, il lui reste énorme barre jaune et rouge pour dire qu'on est à ce stade de la course. Hein. Et verte d'ailleurs, hein, très important la barre verte. Il lui reste une énorme barre, ce qui fait que je vais me permettre le luxe. Là, il y a un tournant. Voilà, on prend un tournant sur la droite. Et derrière, il y a encore tout un passage qui est très très difficile. C'est l'endroit le plus difficile, ici, là, voilà. C'est l'endroit le plus difficile du Civiglio. Et on voit que Benoît est pas mal placé. Il a pris la route de Kvyat. Et boum, hein, c'est l'occasion d'en replanter une. Parce qu'il nous reste beaucoup beaucoup de barres. Et là, on peut leur faire très 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 mal. Donc, je me prive pas pour précisément faire mal à tout le monde. Vous voyez, il reste encore de la barre au moment d'amorcer la descente du Civiglio. La descente du Civiglio, c'est assez... ça me laisse rêveur quand je pense aux exploits de Vincenzo Nibali 2 fois d'affilée sur ce secteur-là, en 2015 et 2017. Il n'y a même pas besoin d'aller demander à Benoît d'attaquer, comme avait pu le faire Wellens l'année précédente, mais Wellens avait attaqué en sortie d'ascension de San Fermo della Battaglia, qu'on va aborder dans un instant. On voit que derrière, ils ont de quoi rouler, hein, ils sont nombreux, ils peuvent s'entendre. Il y a moyen de rentrer, enfin il y aurait moyen de rentrer si Benoît était déjà un petit peu en train de souffrir. Mais ce n'est pas le cas. Benoît, il lui reste encore beaucoup de barres. Il va maintenir là, il est à 1 minute. Bon, ça va un peu chuter parce qu'il y a Formolo, il y a Kwiatkowski, il y a Romain Bardet qui franchement mène grand train. Hein. On voit même Yates, il y a des clients. Hein. Le Kvyat, il a une pêche. Regardez comme ça revient. Ils reviennent à une vingtaine, 20-30 secondes là, et du coup, moi je me dis, ok, message reçu, on va en remettre. On va en remettre, surtout que Benoît a encore de la possibilité. Euh, voilà, on va pas se gêner, on va même attaquer dans la descente, et puis il faut bien penser à stopper l'attaque au bon moment pour ne pas trop bouffer de barres au cas où les autres nous reprendraient, bon j'avoue, inexplicablement à ce stade de la course. Hein. Donc voilà, dernier kilomètre, c'est pas 5 km, hein, c'est le dernier là, c'est une erreur d'affichage. Voilà, donc on a réussi à faire le pari, a réussi notre pari, excusez-moi, de gagner ce Tour de Lombardie dans la foulée du championnat du monde, donc c'est une satisfaction totale. J'avoue que je ne sais pas si un jour j'arriverai à refaire une saison aussi belle avec un coureur. Surtout que je vais passer en extrême. Là, c'était la dernière course en difficile. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc oui, j'ai hâte d'assister au Tour de Lombardie pour dans la réalité. Là, je parle. On est le 16 septembre. C'est dans environ 4 semaines. J'en ai plus que hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner cette année. Vous voyez, je vous ai remis quelques moments clés. C'est vraiment le mur, hein, le mur de Sormano. Hein, c'est violent, hein, c'est d'une violence totale. Euh, comment faire pour un coureur, là je me remets dans PCM, hein,
comment faire pour un coureur qui prend 2-3 minutes à cet endroit-là, il pourra jamais gagner. C'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de grimpeurs à la fin. Le 20%, les passages à plus de 20%, ils font très 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 mal. Hein. Puis ensuite, nous là, on avait vraiment la chance de pouvoir être dans un jour où on avait quand même pas mal de marge hein, au final. Puisque regardez cette attaque dans le Civiglio, elle pouvait très bien ne pas passer avec des coureurs peut-être un petit peu plus en forme à côté de nous. Il faut croire qu'on les aura suffisamment épuisés, notamment dans le Muro, hein, où on a quand même envoyé un très très gros rythme. Et puis voilà, donc le meilleur coureur, encore une fois, hein, l'adage se vérifie, le meilleur coureur de la meilleure équipe ce jour-là l'emporte. Peut-être que c'était le meilleur coureur tout court d'ailleurs, mais si en plus il a la meilleure équipe, du coup il y a vraiment victoire, je dirais, sans trop se faire peur. Même si là, hein, c'est un peu... voilà, hein, je vous avoue que je me suis dit, tiens, ça revient quand même étonnant. Alors que j'étais un peu les mains en haut du guidon. Donc voilà la victoire de Tish Benoît au Tour de Lombardie, mais c'est formidable. Maintenant, il a donc 4 des 5 monuments à son palmarès, le jeune homme. Il ne lui manque plus que Paris-Roubaix. Voilà, en 2 ans, il en a chopé 4. Voilà, je vous ai mis une petite capture là au milieu pour bien rappeler que c'est un travail d'équipe. Et Benoît tout seul n'aurait certainement pas fait ce qu'il a fait. Alors, on arrive à l'heure des bilans. Le bilan, là, il pique les yeux. Il y a un Tour de France, il y a 3 monuments, champion du monde, et sur les 2 monuments où il ne s'est pas imposé, il est 3e. Et puis, il y aurait eu presque moyen de faire mieux au GPE3 à Gand-Wevelgem. Ensuite, à Plouay, Québec, Montréal, c'est pas pareil, parce qu'on était sur un moment de forme très mauvaise. Pas oublier le titre de champion de Belgique également. Hein. À la Classique à Bianchi, c'est pareil, on n'était pas du tout encore en forme. Et 2 petites victoires à Paris-Nice aussi, dans le prolongement de la Classique, des Strade Bianche, excusez-moi. Bref, une année phénoménale. Là aussi, je ne pense pas que ce sera reproductible. Voilà, il faut bien en profiter, ça n'arrivera plus. Tim Wellens, alors lui, le pauvre, après une année phénoménale, bah, il doit se contenter, c'est déjà pas mal, hein, 2 victoires d'étape sur le Giro, port du maillot, 2 victoires d'étape sur le Tour de France et la Classica San-Sébastien. Et un rôle majeur à des moments. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Dans le genre sacrifice aussi, Wout van Aert, il s'est bien sacrifié hein, sur les Flandriennes. Hein, parce que le Tour des Flandres, hein, il a joué un rôle majeur. On l'attend à un très très haut niveau en 2020. Je ne plaisante pas, ça va faire très mal. Je peux lui confier quelques leaderships, je pense que ça va être le cas. Celui qui a surperformé par rapport à ce qui était attendu, c'est Buchmann, puisqu'il gagne le Giro sur cette étape 19 complètement folle. Et au-delà de ça, il y a un Tour de Romandie, hein, ce qui est pas mal du tout, et des places très très honorables sur Tour de France Vuelta, plus un rôle capital au soutien du leader à chaque fois. Sam Oomen est une très bonne recrue également, puisqu'il nous fait quand même top 3 et top 10 sur les 2 grands tours où il est aligné. Il y a 2 victoires d'étape sur la Vuelta. Il avait dû abandonner hein, sur le Tour de Romandie. Sinon, c'est peut-être lui d'ailleurs qui aurait gagné et pas Buchmann. Bref, j'aurais plein de choses à dire sur d'autres, mais j'ai choisi encore de m'attarder sur Mézec, qui est probablement le coureur par étape du futur, en tout cas pour la Lotto Soudal là, dans notre partie. Debus nous a bien sauvé sur quelques objectifs sponsors, hein, mine de rien. Hein. Il nous fait du boulot, le gars. Et puis Bettiol, il n'y a pas beaucoup de lignes écrites, mais par contre, elles sont propres. Hein. Elles sont vraiment très très propres. Comment ne pas évoquer Michael Matthews, maillot vert,
une victoire d'étape sur le tour, un rôle d'équipier de malade mental, puisque le gars a aidé, mais comme c'est pas possible. 4 victoires d'étape sur la Vuelta. Sans Sébastien, s'il n'y avait pas Wellens, c'était peut-être pour lui. Et puis un début de saison où il avait tout raflé. Le Tour Down Under, il avait attrapé même le trophée Abu Dhabi, là c'était juste en rigolant en passant. La Cadel Evans Classics, bref. En 2020, on a changé les parcours. Beaucoup d'entre vous m'en ont parlé, on a discuté sur tout ça. Ce sera le parcours 2015 pour les 3 grands tours. Voilà, j'ai tranché. Ça promet du spectacle à mon avis. Les championnats du monde, pour leur part, j'ai choisi ceux de Florence en 2013. Très accidenté, très sympathique, ça va être formidable. À Gand-Wevelgem, je suis revenu à un parcours un peu plus ancien. Je crois que c'est le Kemmelberg qui est fait dans l'autre sens en dernier lieu. On a aussi touché au Tour de Lombardie et à l'Amstel où on revient à quelque chose de beaucoup plus classique. Et puis je voulais faire le point sur 2 aspects là liés à l'entraînement et aux progressions. Alors comme j'ai déjà avancé la partie jusqu'au 1er janvier 2020 mais j'ai rien touché de plus, j'ai déjà pu voir que Wout van Aert est entré dans une autre dimension. Très sincèrement. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir vraiment que je lui donne du leadership à des moments. Quant à Mézec, on peut dire que lui aussi a pris son envol. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner en 2020. Et puis pour conclure, des mouvements, hein, il y a Sagan, Nibali, Yates, Viviani, Cavendish, ça bouge beaucoup, ça a beaucoup bougé. Et par ailleurs, on a quand même, ouais je vous en parle même si ça paraissait relativement évident, oui Benoît a attrapé le trophée de coureur de l'année, hein, tout simplement. Mais est-ce que ça surprendra quelqu'un? Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais bosser sur mon début de saison, sur ma préparation. Il y a beaucoup de boulot parce que j'ai des objectifs super précis et sur lesquels il va falloir être hyper pointu. Ça va être au jour près dans bien des cas. Je vais gruger sur les objectifs pour que les pics de forme soient décalés comme je le veux, etc. Donc il y a un gros chantier. Je vais bosser de mon côté et puis essayer de sortir des vidéos en avançant un petit peu d'autres séries pendant ce temps-là. Et ensuite, on sera vers un épisode 32. Voilà, je vous salue à très bientôt. Bye bye.